Avec Béatrice Fallis-Biara, effectivement, on va au cœur de l'innovation, puisque Medicène, c'est le pôle de compétitivité qui prépare, au sein duquel se prépare avec les startups, mais aussi dans l'open innovation, la collaboration entre les grands groupes, les PME, les ETI et les jeunes pousses, se préparent les solutions de demain, la médecine de demain, les medtech, les biotech, etc. Mais avec Béatrice, on va aller au-delà de Medicène, donc, dont elle est aujourd'hui déléguée générale, parce qu'elle a un parcours très intéressant. Elle va nous donner les visions qu'elle a pu avoir, les points de vue au fil de son parcours, à la fois dans l'industrie. Elle est passée également par la NAP. Et donc tout ça donne sur le même sujet des points de vue, des éclairages intéressants dont elle peut faire la synthèse aujourd'hui. Merci Dominique. Bon ben voilà, j'ai un challenge un peu difficile, il faut que je réponde à Philippe. Ouais. Donc, alors effectivement, moi, je vais démarrer plutôt par l'innovation parce que maintenant je suis donc chez Medicène, Paris Région, qui est en fait un pôle de compétitivité. Et si je résume, le travail d'un pôle de compétitivité, c'est transformer la valeur d'innovation en valeur économique pour un territoire. Et tout à l'heure, j'étais ravie donc d'entendre Madame Merabet qui parlait d'Alsace Biovallée. J'étais chez eux hier et on travaille ensemble sur l'imagerie. Et donc, je sais qu'il y a déjà eu des réunions des deux pôles ici même. Et donc, il y a vraiment un enjeu à mettre ensemble tous les expertises sur l'innovation. Alors, quand on m'a posé cette question, quand le challenge est arrivé, je me suis dit, déjà, innover, et ça a été dit ce matin, ce n'est pas qu'une innovation technologique. Et en santé, on est souvent confronté à une innovation qui est technologique, mais qui est aussi organisationnelle, qui est usage. Donc, il va falloir embarquer des gens qui vont travailler différemment, qui est financière, et donc la sécurité va devoir adresser quelque part un peu toutes ces thématiques, et non pas simplement la sécurité. Donc je vais être technique ou informatique ou des systèmes d'information qui sera qu'une partie embarquée de tout l'ensemble. Et il faut vraiment arriver à innover en créant la confiance pour chacun des acteurs de l'innovation, avec l'anticipation des risques, comme ça a été dit, pour qu'on puisse créer cet esprit de confiance et de tranquillité. Alors, il y a une autre particularité à l'innovation en santé, et effectivement, ça je l'ai un petit peu vécu dans mon parcours, c'est qu'autour d'une innovation en santé, il y a énormément d'acteurs et des acteurs différents et de cultures différentes. Le premier acteur qui est concerné par l'innovation en santé, ça va être le patient et son entourage, voire le citoyen, si on est sur de la prévention. Ça va être les professionnels de santé, du médecin, de l'infirmière, de nouveaux métiers dont on ne sait pas encore, on en parle beaucoup dans les tickets santé qui vont arriver, les hôpitaux, les ARS, les instances nationales. Ça va être les industriels, et quand on parle industriel innovant en santé, là on a aussi des chocs culturels, et en particulier sur la gestion de la sécurité à gérer, et particulièrement si on est en ticket santé, parce que vous allez avoir par exemple des gens, vous allez avoir des gros industriels, donc des petits, des PME, des ETI, des spin-off et des spin-off et tout ce qu'on peut imaginer. Et on va avoir aussi des gens qui vont venir du monde de la santé, donc qui ont fait de la molécule ou du dispositif médical, qui vont devoir travailler avec des gens qui viennent en fait du monde de l'IT et qui ont en général, eux, des politiques de sécurité. Alors pas du tout concernant le patient, mais qui ont souvent dans leur mur mis en place des vrais systèmes enfin, ils ont une culture. Enfin, moi j'ai travaillé, puisqu'on en parlait dans des boîtes américaines, où je peux vous assurer, contrairement à l'hôpital, que la culture de la sécurité est mise en place et que vous avez 1 à 2 fois par an pour tous les employés la formation sur ne laissez pas votre PC dans un train, ne laissez pas votre téléphone ouvert, changez votre mot de passe tous les 3 mois, ne parlez pas avec des gens à la cafétéria, dans un train. Et puisqu'on avait des petites histoires, je me souviens quand j'étais chez Siemens d'aller me battre pour des appels d'offres et donc d'avoir mes concurrents dans le même train et de me faire petite souris derrière 2 personnes qui étaient en train d'expliquer leur présentation du demain et c'était des concurrents. Et donc je me frottais les mains en me disant je suis bien placée. Maintenant, demain, je sais tout du concurrent. Et on ne sait jamais avec qui on est. Et donc, effectivement, dans ces boîtes, on a cette culture et on nous baigne de ces exemples, alors qu'à l'hôpital, c'est quelque chose qui n'existe absolument pas. Et donc, dans l'innovation, après, vous avez aussi les payeurs et les financeurs qui vont avoir un rôle et qui vont avoir des risques à gérer et une sécurité à mettre en place, et les territoires qui sont souvent partie prenante. Alors, dans tous ces acteurs étant autour de l'innovation, le premier risque, c'est carrément le risque patient. La première chose qu'on demande, c'est que si on innove, il ne faut pas blesser le patient, en gros. Enfin, il ne faut pas lui faire de mal, et c'est la moindre des choses. Alors, toujours dans les petits exemples, moi je l'ai connu en IRM, où on devait faire de l'innovation, et en fait, le risque était de brûler le patient, parce qu'on déconnectait les sécurités natives, ou d'avoir des stimulations au niveau musculaire, puisqu'effectivement, les gradients étant intenses. Et effectivement, on a fait tout un travail pour pouvoir se dire quelles sont les limites tolérables, comment on va les mesurer,
mesurer, on revenait à des éléments de physiologie pour pouvoir en fait savoir jusqu'où on pouvait pousser ses limites au-delà des sécurités classiques d'une machine. Et c'est vraiment la première préoccupation, c'est comment gérer la sécurité du patient. Alors là, je voulais faire une petite parenthèse parce que je suis sur l'IRM par rapport à ce qui était dit. Dans la sécurité, il y a vraiment aussi l'interopérabilité sémantique. Et j'en parlais ce matin. Moi, je me souviens d'accueillir les gens à l'IRM en disant, ben voilà, le pacemaker est une contre-indication formelle. Non, chère madame, avez-vous un pacemaker? Non, 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 non. Chère madame, avez-vous un stimulateur cardiaque? Non, 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 non. Un défibrillateur? Non, non, non. Des sports de cause? Jamais d'opération? Ah, on m'a mis ma pile. Et là, on est vraiment dans l'interopérabilité, puisque si vous n'avez pas... si vous ne mettez pas les mêmes choses et les mêmes mots, vous ne pouvez absolument pas assurer la sécurité d'une innovation, et particulièrement en système d'information, où on est constamment confronté à ces choses-là. Alors, il y a un monde qui a connu cette montée en puissance de la sécurisation du patient dans l'innovation, c'est la pharma. Puisqu'en fait, il y a eu une époque, finalement, un pharmacien pouvait presque mettre son sirop miracle sur sa pharmacie et personne ne lui demandait de trucs, et c'était le miraculeux sirop de monsieur machin. Puis on s'est quand même rendu compte qu'il y avait un peu de contraintes à mettre en place. Et c'est une évolution, finalement. Alors, on est passé au visa, on est passé à l'AMM, on est passé au phase 4. Donc, en fait, il y a eu une évolution et un durcissement de l'environnement au service de la sécurité du patient dans ces innovations qui montaient en puissance. Et ça s'est fait malheureusement, ou heureusement, ou historiquement en tout cas, sur des crises. C'est-à-dire qu'on a fait face à une crise, il y a eu le thalidomide, il y a eu le sang contaminé, il y a eu le distilbène, etc. Donc il y a eu un certain nombre de crises, et à chaque fois on s'est dit, il faut qu'on se fasse des essais en amont pour vraiment gérer, est-ce que ça fait ce qu'on a dit, est-ce que ça... Et à durcir l'amont pour pouvoir faire des essais cliniques de plus en plus structurés, de plus en plus difficiles. Et ensuite, on s'est dit, mince, il y a même après des effets indésirables qu'on n'avait pas anticipés, donc on va faire après donc de la phase 4, etc. Et on a vu monter en puissance toute la réglementation autour de la mise sur le marché de l'innovation pharmaceutique. Et juste pour vous dire qu'en ticket santé, on n'en est pas loin, parce qu'on commence à avoir des logiciels qui deviennent des dispositifs médicaux. Je pense par exemple à un logiciel de prescription d'insuline embarqué sur un téléphone mobile, qui est aujourd'hui en essai clinique sur 3 bras, au niveau international, avec plusieurs centres. Donc, ce qui était vrai pour le médicament, un peu plus facile à gérer pour le dispositif médical, où on essaye de créer en fait finalement cette relation de confiance entre l'usager, un peu le politique quand même qui est très impacté par ces crises, et l'industriel, est en train doucement de se mettre en place au niveau de ce dont vous parlez aujourd'hui, qui sont plutôt les systèmes d'information, puisque le système d'information devient médicament EDM. Et on voit de plus en plus, on a parlé du diagnostic compagnon qui permet en médecine personnalisée de dire j'ai le médicament et j'ai le test qui va me dire pour ce patient-là le médicament va marcher. Et l'industrie pharma commence à dire mais ça va être plus que ça va être une solution compagnon qui va éventuellement par exemple aussi suivre l'observance et les effets secondaires avec des objets connectés. On est donc bien en train de prendre cet environnement de sécuriser l'innovation du médicament ou du dispositif médical et de l'appliquer à un certain nombre de solutions TIC. Et ce qui est quand même pas anodin non plus, parce qu'un cycle de découverte d'un médicament, c'est 10 ans. Gérer l'innovation, la sécurisation, etc. Or, en ticket santé, on est plutôt sur des trucs de l'ordre de l'année. Pas sur la mise sur le marché et trouver le marché financier, mais sur l'innovation en tant que telle, technique, c'est plutôt 1 an. Et donc là, on est en train de confronter des cycles d'innovation qui sont complètement différents. Et ça peut peut-être mettre un peu de questions derrière. Donc après, ce à quoi ça mène quand on monte un peu en puissance, et ça nous est plutôt venu par les OGM, c'est le principe de précaution. Donc je ne vais pas trop y rentrer, mais c'est vrai que c'est toujours une question qui vient, et ça, on le voit aussi apparaître en ticket santé sur certains déploiements, en particulier au niveau des données qui vont être quand même aussi un des nœuds d'innovation de demain. Si on ne sait pas si ça ne peut pas être dangereux demain, peut-être qu'il vaut mieux pas le faire. Mais après, on finit par tout bloquer. Et donc, il faut vraiment apprendre à gérer ce principe de précaution. Alors, il y a dit qu'il faut peut-être passer de la précaution à la prudence, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette gestion des risques en amont, surtout quand ils ne sont pas vraiment identifiables, mais qu'on pressent qu'ils sont peut-être là. Il faut vraiment trouver un équilibre et apprendre à gérer ce principe de précaution pour que ce ne soit pas un blocage de l'innovation, plutôt un moyen d'action, et qu'on puisse faire tout en gérant, en avançant. En France, on a bloqué certaines choses que d'autres pays ont continué, et ça pose des questions. Alors, si on a un logiciel qui prescrit de l'insuline, comme je vous disais, on va aussi devoir réfléchir à est-ce qu'il se prescrit bien. Et de même que pour le dispositif médical, on en parlait un peu hier, on a de la matériovigilance. Demain, on peut penser qu'on aura de la logicio-vigilance. C'est-à-dire que mon logiciel qui était censé prescrire une radiothérapie, un médicament, est-ce qu'il le fait bien? Et est-ce qu'il n'y a pas des moments où je suis en limite, il arrive aux limites de ce qu'il sait faire, et je mets des patients à risque, et donc il faut peut-être que je réfléchisse à une logicio-vigilance par rapport à ces déploiements. Alors,
pour revenir au projet d'innovation, nous, ce qu'on voit un peu à Medicine, les gens arrivent avec un projet, donc ils sont plusieurs partenaires, et je pense qu'il y a plusieurs questions et plusieurs risques pour sécuriser le projet. Et en fait, il y en a un premier, et on l'a très rapidement évoqué avec l'usage, c'est d'abord, en gros, est-ce que ça va servir à quelque chose? Ça semble un peu basique, mais je peux vous assurer que sur des projets d'innovation, vous avez des techniciens qui arrivent avec des très belles machines en main. Vraiment, ce que ça fait, c'est extraordinaire. Il n'y a pas il faut créer cette discussion avec l'usager et finalement, est-ce qu'on répond à un besoin? Et je pense que ce n'est pas un risque technique, là, c'est un risque d'usage, de savoir répondre à un besoin, parce que s'il n'y a pas ce besoin, il ne faut surtout pas partir sur cette innovation. Ensuite, il y a le risque financier, c'est-à-dire il faut que derrière, il y ait un marché. Il y a des gens qui vont acheter cette innovation. Parce que partir sur un projet d'innovation, si vous n'avez pas derrière un certain nombre d'acteurs qui vont être les preneurs de votre innovation, il ne faut pas partir non plus, parce que vous allez créer une petite structure qui va devoir fermer au bout de quelques temps. Et c'est pas anodin. Et je peux vous assurer qu'en télémédecine et en ticket santé, la technologie qui ne trouve pas son marché, qui ne trouve pas son usage, qui ne trouve pas ses acheteurs, c'est très courant. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut rester. Et alors ce qu'on voit aussi beaucoup, alors ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup à vivre chez Medicine au quotidien, c'est que quand on arrive aussi, alors ça c'est un autre risque, c'est le risque, je dirais peut-être propriété intellectuelle. C'est-à-dire que vous avez un projet d'innovation, vous avez des gens qui arrivent avec une idée, et finalement, ça reste secret pendant un certain temps pour ne pas se faire voler l'idée. Enfin, et donc, on pose pas il y a un moment où on monte un consortium, on cherche des partenaires, on échange avec des gens. Et donc là, il y a vraiment une information à protéger. Et on retrouve exactement tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en parler dans les couloirs, il ne faut pas parler à l'extérieur, il faut protéger les données, il faut crypter son PC, il faut crypter sa clé si jamais on... Enfin voilà, je ne vais pas refaire... Et on retrouve exactement, finalement, simplement pour, quelque part, un projet qui est en train d'émerger, exactement les mêmes règles de sécurité que celles qui ont été évoquées tout à l'heure. Donc en fait, quelles que soient les mêmes choses, on voit bien que c'est une culture qu'il faut appliquer aux gens. Donc il faut apprendre à être responsable des informations et de ce qu'on va avoir à gérer, parce que je vous assure que notre équipe recherche, quand elle a sécurisé un endroit, ils n'échangent qu'entre eux, c'est quelque chose, ils ferment les bureaux quand ils parlent, ils ferment les fenêtres, enfin voilà. Donc il y a vraiment, c'est exactement la même problématique qu'on doit gérer quand on gère une information hospitalière. Et quelque chose que je voulais vous dire aussi, parce que tout à l'heure je parlais de phase 4, juste pour aussi élargir par rapport aux données. Sachez que par exemple, là on parle de données médicales qu'on protège, qu'on gère. Les phases 4 aujourd'hui, il y a un projet en cours qui utilise pour faire de la phase 4, donc les effets secondaires des médicaments, qui utilise le tweet et les forums de discussion et tout ce qui est messagerie, Google, etc. Et donc en fait, juste pour dire qu'aujourd'hui, on va changer de dimension aussi par rapport à ces gestions de sécurité. Et donc c'est un projet qui avance. Et effectivement, il trouve à la fois des effets secondaires de médicaments, voire des effets sur d'autres pathologies auxquelles ils n'avaient pas pensé. Et donc, il y a vraiment un élargissement voilà. Et on est dans des domaines où la gestion de cette confidentialité, parce qu'ils les croisent avec des bases qui vont être des bases hospitalières ou des bases de données médicales. Et donc, on arrive aussi à une autre dimension de cette gestion de la sécurité de l'information, puisque de plus en plus, on va être amené à croiser des origines très différentes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, un des enjeux, c'est vraiment... ce que font un peu nos boîtes américaines, c'est d'apprendre aux gens à inculquer la culture de vous êtes responsable, plus que 2 minutes, je vais finir en 2 minutes. Vous êtes vraiment responsable de votre information et à tous les moments, ça va à l'encontre de la culture, mais même un médecin, allez aux urgences voir un médecin, mettez-lui le plus beau système dans une salle avec une très belle console pour faire de la télé, j'ai vu ça en télé AVC. Et j'ai discuté avec l'urgentiste, je lui ai dit, tu fais comment? Il me dit, c'est pas un problème, j'ai mon iPhone, je prends la photo de la radio, je l'envoie à la grande garde. Et je dis, ils acceptent. Il me dit, oui, il accepte, il a son iPad, il regarde et il me rappelle pour me dire, je fais quoi. Et je dis, tu fais comment au niveau de la traçabilité, de l'authentification et de la sécurisation? Et là, je vous interpelle sur les usages et sur ce qu'on met parfois comme barrière. Il me dit, moi, j'ai un patient qui va bien et la famille est stressée. Soit je reste à côté, j'explique à la famille, j'explique au patient, je ne le quitte à aucun moment et je fais tout à côté de lui. Ou alors je dis à la famille, je vous laisse 10 minutes, je vais à ma console, je croise les doigts pour que le gars de l'autre côté, qui est de garde en grande garde de Neurochir, il sait utiliser sa console. Je reviens au bout d'un quart d'heure d'échange, etc. Et j'ai laissé la famille toute seule. Il dit, je pense que médicalement parlant, la bonne solution est la première. Et là, on se pose un peu les questions de comment, et ça revient à ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est comment les usages s'adaptent. C'est comme en télémédecine, quand on demande à un patient 5 authentifications avec 3 cartes au domicile, etc. Donc il faut vraiment qu'on réfléchisse au bon équilibre entre je mets la sécurité en place,
j'authentifie, je trace, et l'usage des objets qu'on a, parce que je peux vous assurer que l'urgentiste, vous ferez tout ce que vous voudrez, il utilisera son mobile tant qu'il n'a pas une solution qui sécurisera son patient et sa famille. Et donc là, on a vraiment un enjeu qui revient aux usages, qui revient à la culture, pour qu'on gère les risques par rapport aux solutions dont on dispose pour que ça soit acceptable par les personnes sur le terrain. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important, c'est comment ne pas bloquer, comment permettre et comment sécuriser dans le monde de l'innovation. Et donc, du coup, parce que je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, donc je vais vous la donner, qui est une petite phrase que je trouve assez bien pour ça, c'est « Face au monde qui change, il faut mieux penser le changement que changer le pansement ». Donc, c'est une petite phrase de Francis Blanche, mais qui va un petit peu dans ce domaine, c'est-à-dire allons-y, mais en nous donnant les moyens d'être sécurisés. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Béatrice.